plus étonnante et détonnante. Est-il raisonnable de donner la liberté? Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter de savoir si on doit leur donner la liberté. La situation mérite attention. Witch TV. Depuis les années 1970, la sorcière représente la puissance des femmes. Elle est aussi un manifeste artistique de la convergence entre les luttes féministes et écologistes. Les sorcières sont revenues dans l'art des années 2010 comme une force de résistance pour les minorités de genre à l'heure de la catastrophe environnementale. Penser aux sorcières, c'est aussi inscrire les luttes actuelles dans la longue durée. Quels sont les usages de l'histoire chez les artistes engagés dans le féminisme et l'écologie? Est-ce que la chasse aux sorcières a réprimé le pouvoir des femmes au Moyen-Âge? Est-ce que les références au monde pré-moderne sont une forme de résistance au capitalisme patriarcal? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons invité des théoriciennes et des artistes à nous parler de sorcellerie, du monde médiéval, de l'art des années 70 et des pratiques actuelles. En 1533, Benvenuto Cellini, sculpteur et orfèvre, se rend à l'intérieur du Colisée avec un nécromancien pour convoquer des esprits capables de le réunir avec sa bien-aimée. Malheureusement, le sort fonctionne si bien que c'est une armée entière de démons qui envahit le Colisée et terrifie l'ensemble de l'assemblée. Pauline Pionnier-Jardin. Vous êtes artiste, vous pratiquez la sculpture, un peu comme Benvenuto Cellini, mais aussi la peinture, la performance, et vous réalisez des films. Il me semble que depuis le début de votre œuvre, vous convoquez des matériaux historiques très régulièrement. Cela va de Jeanne d'Arc à Bernadette Soubirous, en passant par des sculptures préhistoriques ou la mémoire de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Pouvez-vous nous expliquer quel usage vous faites de ces matériaux historiques et si vous pensez qu'au sein de l'art, l'histoire peut avoir une dimension émancipatrice? Effectivement, dans mon travail, et depuis le début, je me suis intéressée à l'histoire et puis aux mythes. Et je pense que je me suis intéressée à l'histoire parce que je trouvais qu'elle avait, autant que les mythes, un pouvoir de fabulation. Et finalement, je me suis dit que si on se servait des mythes pour parler de tabous ou pour même creuser vers l'inconscient collectif ou individuel, qu'avec l'histoire, qu'avec des faits historiques, avec certains faits historiques, on pouvait faire la même chose, qu'il n'y avait finalement pas de hiérarchie, que le vrai, le faux, le fait historique, le fait mythologique, pour moi c'est un peu pareil, puisque on sait aussi que la religion, en tout cas dans la culture chrétienne, a utilisé des mythes ou des déesses ou des dieux qui existaient avant eux pour faire des saints. Voilà. Par exemple, on sait que Sainte Agathe n'est autre qu'Isis, qui était une déesse égyptienne. Donc voilà, un jour, un ami m'a dit qu'un ami à lui, archéologue, définissait l'archéologie comme la poubelle de l'histoire. Et moi, j'ai un rapport comme ça avec les immondices ou les rejetons de l'histoire ou même de la vie, de la société. Et je trouvais que cette histoire de science des poubelles de l'histoire, donc l'archéologie, ça me parlait beaucoup. Et même si je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, il me semble que dans l'histoire, il y a des
oui, des choses pas forcément à revoir, mais à fabuler. Et voilà pourquoi j'ai très vite travaillé avec des matériaux historiques. Et puis avec des personnages historiques. Jeanne d'Arc et Bernadette, ce qui m'intéressait, c'était plusieurs choses. Le fait que ce soit des femmes, évidemment, mais aussi que ce soit des femmes de la misère, finalement, et pas des reines ou des princesses. Puisqu'on sait que pour marquer l'histoire, avant il y a peu, avant il y a une 50aine d'années, il fallait être soit une princesse, une reine, enfin quelqu'un issu du sang bleu, ou une extatique, ou une sainte, ou une folle. Et ça, c'était la première raison qui m'a fait aimer Jeanne d'Arc et Bernadette, mais aussi le fait qu'elles avaient comme ça accès à l'invisible, et par le fait qu'elles avaient des apparitions, elles avaient trouvé leur propre langage d'expression, à savoir traduire les apparitions. Et pour l'une, en changer le cours de l'histoire, Jeanne d'Arc, pour l'autre, en changer... si elle n'a pas changé le cours de l'histoire, elle a au moins fait de Lourdes un centre de tourisme énorme au moment où le tourisme se développait. Ensuite, quand j'ai fouillé dans la Première Guerre mondiale et fouillé dans la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est encore fait de façon très différente, mais à chaque fois lié au lieu même où je faisais le film. Donc, à Noisy-le-Sec, il me semblait fou qu'on n'ait jamais parlé de la destruction de cette petite ville de banlieue, alors même qu'en France, la banlieue était le lieu de tous les dangers et de tous les problèmes politiques. Alors j'ai voulu reparler de cette histoire de Noisy-le-Sec bombardée par les Alliés, alors même qu'elle était occupée par l'armée allemande et par en fait tout un système de distribution d'armement, mais aussi de distribution si je peux dire ainsi, de gens qui partaient ensuite vers l'Est dans les camps. Et puis pour la Première Guerre mondiale, j'ai fait ce film à Karlsruhe où il se trouve qu'un cirque a été bombardé par l'armée française cette fois-ci. Il me semblait qu'utiliser la destruction d'un cirque comme allégorie de la Première Guerre mondiale, ça me semblait intéressant. J'avais cette intuition-là, puisqu'on sait qu'après la Première Guerre mondiale, et même pendant, beaucoup d'avant-garde ont vu le jour. Alors est-ce que, je ne sais pas, la destruction d'un cirque, pour moi, c'était aussi une table rase possible. Pauline Curnier-Jardin, encore une question. Vous avez réalisé il y a peu de temps un film intitulé « 15 sangs impurs ». Ce film se présente comme un remake d'un chant d'amour de Jean Genet, dans lequel les personnages masculins seraient devenus féminins et dans lequel ils auraient aussi largement vieilli. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce film et vos intentions au moment de sa réalisation ? Oui, dans 15 sangs impurs, qui n'est autre qu'un mauvais remake d'Un chant d'amour, j'ai voulu remplacer les corps glorieux du film de Jean Genet, des jeunes hommes très beaux et très attirants, par des femmes ménopausées, en me disant que s'il fallait réfléchir à pas une censure, c'est pas vraiment ce que je cherchais non plus, mais qu'est-ce qui pouvait être un érotisme choquant en 2020, ce serait peut-être ça, la vieille femme. Et je leur ai proposé de prendre Un chant d'amour comme partition. Et chacune a choisi un moment, un geste du film, comme une chorégraphie, et a donné
sa version et a donné sa performance. Et voilà ce qui s'est passé dans le film. Et puis je l'ai aussi raccordé cette histoire du chant d'amour à une possible vengeance qui serait le retour du cycle menstruel pour les femmes ménopausées, mais en cela de différent que le sang qui reviendrait serait un sang mortel, un sang qui pourrait tuer, un sang qui pourrait venger le mépris et la violence des hommes. Maxime Gély-Perbellini, vous êtes historien médiéviste, vous préparez actuellement une thèse qui s'intitule « Construire l'image de la sorcière en Occident à la fin du Moyen-Âge ». Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous donner une chronologie des procès pour crimes de sorcellerie ? Alors, la condamnation de la sorcellerie n'est pas apparue ex nihilo. Et les formes médiévales de la répression d'individus soupçonnés d'être sorcières ou sorciers s'inscrivent dans un phénomène de longue durée qui va de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. En ce qui concerne la période médiévale, la répression de la sorcellerie connaît un tournant décisif en plusieurs étapes au XIIIe siècle. Avant le XIIIe siècle, la sorcellerie est considérée plutôt comme une superstition pour laquelle, bien sûr, il existe des condamnations, mais avec la possibilité de réintégrer, d'être pardonné, une possibilité de réintégrer la communauté des croyants. À partir du XIIIe siècle, notamment sous l'influence de la mise en place de l'Inquisition, mais également de la redécouverte du droit romain qui condamne très vigoureusement la sorcellerie et qui condamne à mort les personnes qui sont sorcières ou sorciers. Il y a un renversement de cet état de fait avec l'intégration de la sorcellerie parmi le champ de l'hérésie. Et cette intégration de la sorcellerie dans le champ de l'hérésie se fait par l'influence de quelques personnalités pontificales, de certains papes, qui sont convaincus de la nécessité de condamner la sorcellerie. En premier lieu, très rapidement, Alexandre IV en 1260, en 1326, Jean XXII, avec la bulle Super Illus Specula, qui fonde vraiment le point de départ de la fusion de la sorcellerie dans le champ de l'hérésie. À partir du XIVe siècle, donc, se conceptualise et se met en place une répression de la sorcellerie avec une conception de différentes pratiques qui peuvent être imputées à des sorcières et à des sorciers, notamment avec l'idée d'un pacte avec le diable qui fait émerger au début du XVe siècle un nouvel imaginaire qui est celui du sabbat, qui comprend l'idée d'un imaginaire fondé sur l'idée d'une secte des sorcières et des sorciers conspiratrices, vouées à l'adoration du diable, qui a pour objectif de mettre en péril la société chrétienne. Cet imaginaire du sabbat, qui prend forme dans les années 1420-1450, se diffuse à l'ensemble de l'Occident et va également connaître une certaine promotion, notamment dans les milieux pontificaux, inquisitoriaux. En 1484, une bulle pontificale, un Summis Desiderantes Affectibus, donne tout pouvoir aux inquisiteurs Jacques Sprenger et Henri Sitoris pour mener l'inquisition en Allemagne. Et c'est à partir de cette expérience de ces deux inquisiteurs un petit peu violentes qui se conçoit et se met en place et rédigé le marteau des sorcières, le Malleus Maleficarum, qui sera un véritable succès, qui diffuse un modèle extrêmement misogyne, extrêmement violent de la répression de la sorcellerie et qui inaugure à la toute fin du XVe siècle la grande chasse aux sorcières qui se met en place
en Europe entre 1550 et 1600. S'il fallait avoir une approche quantitative du phénomène entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, les sources nous permettent de considérer qu'il y a eu environ 75 000 procès avec entre 30 000 et 50 000 personnes qui ont été condamnées pour sorcellerie. En termes de répartition de genre entre des hommes et des femmes condamnés pour sorcellerie, les choses ne sont pas les mêmes pour la période médiévale et pour l'époque moderne. Au Moyen-Âge, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont condamnés à mort. Cependant, en fonction du temps et de l'espace, les choses sont un peu plus complexes au Moyen-Âge. Il y a par exemple des espaces où il y a 90% d'hommes qui sont condamnés contre 10% de femmes, et d'autres, complètement l'inverse, 90% de femmes pour 10% d'hommes. Donc, globalement, il y a une répartition équilibrée entre des hommes et des femmes qui sont condamnés pour sorcellerie, mais avec des spécificités locales. Pour la période moderne, les choses sont beaucoup plus franches, avec une majorité de femmes qui sont condamnées pour sorcellerie, mais cet état de fait est notamment dû à l'influence qu'a eu, l'énorme influence qu'a eu le marteau des sorcières, qui a diffusé une conception extrêmement misogyne de la sorcellerie. Est-ce que pour terminer, vous pouvez nous présenter un exemple des preuves matérielles qui pouvaient être avancées dans ce type de procès ? Même si la procédure inquisitoire est fondée sur l'aveu, la réalité du pacte avec le diable contribue à faire chercher parmi les juges cette idée d'une réalité de la sorcellerie. Il faut fonder aussi dans l'ordre matériel, dans l'ordre réel des choses, la culpabilité, qui n'émerge pas seulement de l'aveu. C'est pour ça en fait qu'on va chercher des marques, des traces. On veut prouver qu'il y a une influence tangible du diable sur le réel, sur le corps, l'âme, etc. Et cette influence du diable sur le réel, qui est donc vraiment une conception théologique qui s'immisce dans des réalités judiciaires et qui transforme une approche de l'accusation et de la répression de la sorcellerie. Et parmi ces preuves que l'on cherche, il y a bien sûr donc des marques corporelles, mais également des objets qui s'articulent autour de la répression de la sorcellerie, et des objets qui servent d'instruments criminels pour les sorcières ou les sorciers. Ça peut être le bâton pour se rendre au sabbat, donc pour aller adorer le diable, mais ça peut être également des poudres empoisonnées qui servent à faire mourir des personnes. Ça peut être des instruments qui servent à des rituels, des animaux, des crapauds que l'on peut retrouver chez le domicile de la personne qui est accusée. Ça peut être une odeur qui est laissée par le diable dans la maison, dans le domicile. Ça peut être vraiment un tas de preuves matérielles qui contribuent à prouver la réalité du fait criminel, donc du coup du crime de sorcellerie. Bon merci beaucoup Maxime. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefaix, s'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue,
celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme